même la condition pour qu'il obtienne les allègements des sanctions américaines qui pèsent sur lui. Et le Mali en passe de devenir le premier pays d'Afrique de l'Ouest producteur de lithium avec une participation de l'État et des entreprises locaux à 35%. Ces minéraux seront exploités par le chinois Ganfeng. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal, une rencontre pour remettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée pour la nation. Hier, vendredi 17 mai, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris langue avec les députés nationaux, membres de cette méga plateforme politique formant la majorité parlementaire. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui ne s'est plus tenue ce samedi 18 mai comme prévu. Elle a été renvoyée à une date ultérieure. Suivez. C'est dans un chapiteau de la Cité de l'Union africaine refusant du monde que le président de la République s'est entretenu ce vendredi 17 mai 2024 avec 406 députés nationaux qui constituent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale ainsi qu'une quarantaine des chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. Dans son discours introductif, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé à l'assistance les principaux défis qui attendent cette législature, notamment les défis sécuritaires, les réponses aux questions sociales et l'emploi des jeunes. Sur l'exercice parlementaire, le garant de la nation a fustigé les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. S'en est suivi peu après une séance d'échange direct avec les membres de l'Union sacrée sous la modération de son secrétaire permanent. Les intervenants ont pour la plupart plaidé en faveur de l'équilibre géopolitique et de la représentativité de la femme dans les tickets présentés par le Présidium sur l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plaidoirie acceptée par la haute autorité de l'Union sacrée qui a recommandé que cette liste soit revue et corrigée. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. Un message interpellateur et d'orientation bien reçu par les sociétaires de la plateforme politique. Et le chef de l'État a tenu à rassurer, appeler à l'éveil des consciences. Il a essayé également d'insister pour que tous ensemble, même surtout au niveau de l'Union sacrée, nous regardons d'abord vers les intérêts de notre peuple et notre peuple d'abord. On est totalement satisfait parce que l'injustice était flagrante. Quand même. Bon, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, le président a tenu à corriger à ce que cette erreur soit corrigée. Le président, comme un bon père, a voulu à ce que ses enfants puissent se mettre ensemble et d'accord pour s'assigner des objectifs qui vont permettre à ce que l'intérêt primaire de la population puisse être au devant des intérêts personnels. Les rangs ainsi resserrés capent sur les nombreux défis en présence, comme l'a rappelé le premier citoyen du pays. On va prendre cette information en bref. Après un mois de report, la Commission électorale nationale indépendante confirme dans un communiqué la tenue des élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province dans l'Équateur et en Ituri le 24 mai de l'année en cours. Et la CENI a par le même communiqué demandé aux assemblées des deux provinces de lui transmettre les listes de tous les députés provinciaux 3 jours avant le début de la campagne électorale qui commencera le 20 mai de l'année en cours. Et je l'ai dit en titre, les États-Unis réclament le retrait de Dan Gettler du secteur minier en RDC. Ils sont disposés à alléger les sanctions qui pèsent sur l'homme d'affaires israélien à condition qu'il renonce à ses intérêts dans les mines de cuivre et de cobalt en RDC. L'information rapportée par plusieurs médias américains intervient au moment où Washington cherche à sécuriser l'approvisionnement de ces industries en métaux critiques. Suivez. Et si l'homme d'affaires israélien Dan Gettler renonce à ses intérêts dans les mines de cuivre et de cobalt en RDC, les États-Unis allégeront les allégations qui pèsent sur lui.
C'est ce que renseignent en tout cas les autorités américaines qui tiennent à tout prix à sécuriser l'approvisionnement de leurs industries aux métaux critiques. Grâce à un accord signé en février 2022, le gouvernement congolais a pu récupérer une partie des avoirs de Dan Gettler dans le mine et le pétrole, évalué alors à des milliards de dollars américains. Les milliardaires israéliens conservent néanmoins une emprise importante dans le secteur minier local. En place depuis 2017, avec une levée temporaire dans les dernières semaines du mandat de Donald Trump, ces sanctions empêchent Dan Gettler d'utiliser ses filiales et avoirs américains pour mener des opérations économiques et financières. Elle s'explique par les allégations de corruption qui pèsent sur l'homme d'affaires, accusé par le Trésor américain d'avoir trempé dans des centaines de millions de dollars américains des transactions minières et pétrolières opaques sous le régime du président Joseph Kabila. Selon la société civile, Dan Gettler s'est enrichi pour des centaines de millions de dollars grâce aux redevances qu'il détient sur la production de mines congolaises appartenant à Glencore, deuxième producteur mondial de cobalt, ou encore à Eurasian Resources. Le départ du milliardaire israélien pourrait faciliter la mise en œuvre de la stratégie de Washington consistant à s'approvisionner en cuivre et en cobalt auprès de mines congolaises afin de soutenir la transition énergétique aux États-Unis. On va rester dans ce secteur des mines, exploitation illicite des minerais au Nord Kivu. Plusieurs entreprises refusent d'acheter les produits miniers issus des zones en conflit en signe de respect des textes régionaux et internationaux qui régissent le secteur minier sur l'approvisionnement des minerais. Cette nouvelle intervient pendant que la cité minière de Rubaya, riche en coltan, est sous contrôle du M23. Plus d'une semaine, ce groupe armé achemine ses matières premières au Rwanda. Suivez. Plusieurs entreprises ont décidé de boycotter l'achat des produits miniers en provenance des zones sous contrôle des rebelles M23 dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. À travers cette décision, les opérateurs veulent respecter les normes internationales concernant les minerais en provenance des zones de conflit, explique la présidente provinciale de la Chambre des mines du Nord Kivu, Yvette Mwanza. Selon la radio Okapi, cet opérateur dans le domaine minier qui donne cette information renseigne en plus que les sociétés se tournent vers Walikale en achetant les minerais qui proviennent de Lubero entre autres. Elle affirme qu'aucun consommateur final aujourd'hui ne peut accepter les minerais qui proviennent du territoire de Masisi, dont plusieurs sites miniers sont entre les mains des ennemis. Selon la même source, le député national élu de Masisi et coordonnateur de la coopérative des creuseurs artisanaux, Coopérama, Justin Daishimiye, a indiqué pour sa part que le boycott des minerais en provenance de Masisi n'a pas empêché pour autant l'exploitation minière de se poursuivre dans des zones sous occupation rebelle. Il a indiqué en outre que les rebelles du M23 ont déjà installé un ministre en charge des mines à Rubaya. Les rebelles continuent de piller les minerais dans le Masisi. Ils les acheminent vers le Rwanda, explique-t-il. Ils sont ensuite étiquetés par les services de traçabilité de ce pays avant d'être vendus comme les minerais exploités au Rwanda, poursuit Justin Daishimiye. Le 8 mai dernier, le ministère des Mines, qui a fait le même constat concernant la cité minière de Rubaya, avait appelé, entre autres, la communauté internationale d'infliger un embargo sur les minerais qui proviendraient du Rwanda, surtout s'il n'en est pas producteur. Il avait dénoncé en même temps l'utilisation des enfants et des femmes enceintes dans des mines artisanales à Rubaya par le M23 Kigali dans le souci d'augmenter leur production. Et puis, les enseignants de Kwamout dans la province de Mai-Ndombe réclament leur salaire. Dans une déclaration commune, ils dénoncent un retard de mois de mars et d'avril en pointant du doigt accusateur une banque commerciale qui est à la base de cette situation. Ils souhaitent par ailleurs la délocalisation de leur paye vers une autre banque. Maris Bouleli pour le détail. Les enseignants de Kwamout, une localité chef-lieu de territoire de la province de Mai-Ndombe en République démocratique du Congo, lancent un cri d'alarme et dénoncent le retard dans la paye. Ils n'ont pas reçu leur salaire de mois de mars et avril 2024, une situation causant ainsi la difficulté de l'octroi des crédits, le non-respect du cycle salarial des enseignants de la part de deux banques chargées de la paye. Ils veulent être rétablis dans leurs droits et voir leur salaire être logé dans une autre banque. Avec la guerre qui oppose les Teke et les Yaka, la vie quotidienne devient difficile et l'économie devient un réel problème pour la population de Kwamout dans la province de Mai-Ndombe. Dans une déclaration commune, ils écrivent « Encore pire, depuis le mois de mars 2024 jusqu'à ce jour, tout Kwamout demeure impayé.
Ainsi, nous demandons l'implication du gouvernement et du président de la République afin que nous soyons rétablis dans nos droits. Hormis tout ce qui précède, nous demandons à toutes les autorités compétentes de prendre en compte notre dernier desiderata, celui de délocaliser la paix de Kwamout de l'IFOD vers la TMB Bandundu, une situation qui met en difficulté les enseignants et leurs foyers pendant ces moments de crise sécuritaire dans la province du Maïndombe. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Cet adage est bien appliqué à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs jeunes sont dans la débrouillardise. C'est le cas de ce jeune vendeur d'eau, communément appelé eau pure dans l'ex-Léopoldville. Ce commerce, dit-il, lui permet de prendre en charge ses dépendants. Mais un hic, c'est que l'interdiction d'exercer dans la ville sur les vendeurs ambulants met à mal son quotidien. Suivez le reportage de Francine Moukeba et Ene Kabamba. La vente d'eau enchâssée au prix de 150 francs congolais la pièce a repris avec force dans les artères principales de la ville de Kinshasa. Un reporter de Géopolis Télévision a rencontré un vendeur d'eau pure dans la commune de Ngiringiri, plus précisément sur l'avenue Assosa. Un travail qui exige force et courage sous le soleil des plombes, en plus de parcours de centaines de kilomètres à pied pour trouver les potentiels clients. Nasala kopo amai kozanga musala pona ko yibate soki na yibi na sali mabe na tuka na umel deja na musalo nga bana na mekaka ko tangisa bana nanga na minute opo na zana bana baza na mwana na premier CO na mwana na deuxième CO na donc bambulo eleki deja na tangisa bango ka na kopo. Ces jeunes a saisi cette opportunité pour appeler les autres jeunes comme lui à se donner à l'apprentissage des petits métiers. Il n'y a pas de sous-métier, a-t-il dit. Ninga obazo sale logote bazana droit babanda koluka basala musala nyonso obamoni bayoka sonité comme bazana ne logote bayoka sonité kakendo boto lelo kwa mutu kakendo yiba te na place ako yiba asala cop nyonso amoni oyo amoni oyo akoki kosala. Il a également demandé aux autorités congolaises de leur laisser faire ce travail, faute de mieux. L'État a dérangé biso teke totika musalo anatanda bimisi na misala musute. Atika biso kaka toteka kananba kopo tosala kananba kopo à la longue nzamba ko sunga biso te. Et pourtant, ce commerce illicite est interdit par l'autorité urbaine sur toute l'étendue de la capitale congolaise pour diverses raisons. D'abord, l'eau enchâssée ne représente aucune garantie quant à sa potabilité. Une autre raison qui motiverait la mesure serait simplement liée à l'insalubrité de la ville où l'on trouve partout des châssis semblables à la neige. Rendant la capitale de la RDC très insalubre, les consommateurs de l'eau enchâssée ne manquent pas de réponses à cette dernière question. Ils répondent par une interrogation. La capitale est-elle devenue plus propre qu'avant la mesure d'interdiction de vente d'eau enchâssée sous couvert d'anonymat? On va prendre la page internationale. Avec le projet Goulamina, le Mali devrait devenir en 2024 le premier producteur de lithium en Afrique de l'Ouest. La mine sera exploitée par le chinois Ganfeng Lithium avec une participation de 35% pour l'État malien et les investisseurs locaux. Jojo Moulamba. La mine de lithium du Mali devrait rapporter plus de 165,75 millions de dollars américains à l'État par an. C'est l'annonce faite cette semaine par le gouvernement qui a dévoilé les contours financiers de l'accord récemment conclu avec les Chinois Ganfeng Lithium et l'ex-partenaire australien du projet Goulamina, Léo Lithium. Et selon le détail donné à la télévision publique malienne par le ministre de l'économie nationale, la mine devrait rapporter jusqu'à 250 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires pour les entreprises détenues par deux Maliens. Ces dernières devraient en effet obtenir au moins 51% de contrats de sous-traitance à la mine. Le ministre a ajouté que 22 à 25 milliards de francs CFA
seront également mobilisés annuellement pour les développements locaux, notamment la réalisation d'infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques. Il faut souligner que c'est le nouveau code minier malien adopté en août 2023 qui s'applique à la mine Goulamina. L'État a ainsi droit à une participation gratuite de 30% dans le projet, contre 5% pour les investisseurs locaux. Ganfeng Lithium conservera les 65% restants après avoir conclu un accord pour racheter la participation de l'Australien Leo Lithium à 342,7 millions de dollars américains. Pour rappel, Goulamina est capable de livrer annuellement jusqu'à 1 million de tonnes concentrées de spodumène. La durée de vie actuelle de la mine est supérieure à 23 ans. Selon un rapport de mi-2024 de l'Organisation des Nations Unies, l'économie mondiale pourrait repartir à la hausse. Elle devait donc croître de 2,7% cette année. En janvier dernier, les prévisions annonçaient une hausse de 2,4%. Celle-ci devrait atteindre 2,8% en 2025. Suivez. Chiffres encourageants. Dans un récent rapport, les Nations Unies ont fait état d'une amélioration des perspectives économiques, bien au-delà des prévisions annoncées en début d'année. L'institution souligne l'amélioration des perspectives aux États-Unis et dans des pays émergents tels que le Brésil, l'Inde et la Russie. Malgré notre optimisme, nous préférons rester prudents. Pour l'année 2024, nous prévoyons une croissance mondiale de 2,7%, ce qui représente une hausse par rapport aux 2,4% prévus en janvier. Et pour 2025, nous tablons sur une croissance de 2,8%, ce qui représente également une légère hausse par rapport à ce que nous pensions précédemment. Ces changements sont dus à des performances supérieures aux prévisions dans certaines grandes économies développées et émergentes. Toutefois, ces prévisions optimistes ne concernent pas toutes les régions du monde. Dans les pays en développement, notamment sur le continent africain, les enjeux restent différents. D'un autre côté, les perspectives concernant de nombreux pays en développement ne sont pas aussi réjouissantes. Ainsi, même en cas de baisse du taux de mortalité infantile, qui permettrait de revoir à la hausse les prévisions de certains pays, les chiffres resteraient bien en deçà de ceux de la période avant la pandémie. Le retard n'est donc pas encore rattrapé et surtout, pour l'Afrique et les pays les moins avancés en général, les perspectives sont revues à la baisse pour atteindre une croissance d'environ 3,3% en 2024. Les résultats annoncés sur le continent sont en partie dus aux faibles perspectives des plus grandes économies africaines que sont l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. L'administration Biden veut un désengagement de Dan Gettler de ses intérêts en République démocratique du Congo. Et ce sera même la condition pour qu'il obtienne les allègements des sanctions américaines qui pèsent sur lui. Et puis le Mali en passe de devenir le premier pays d'Afrique de l'Ouest producteur de lithium avec une participation de l'État et du locaux à 35%. Ces minéraux seront exploités par le chinois Ganfeng. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous.